Je remercie les organisateurs pour cette invitation. C'est un plaisir, un honneur. C'est extrêmement émouvant de donner une présentation dans cette salle. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la Terre. On va changer de T0. On va se mettre ici au niveau du système solaire. Donc, globalement, moi, je n'ai pas commencé par faire de la cosmochimie. Je me suis plutôt intéressée à l'évolution précoce de la Terre. Donc, j'étais plutôt sur des terrains archéens en tant que géologue, même géologue de terrain. Et puis, finalement, quand on veut comprendre un peu l'évolution de la Terre, il faut changer d'échelle, se replacer dans un contexte un peu plus grand. Et c'est pour ça qu'on est obligé de confronter nos données à des données obtenues sur d'autres types de matériaux. Et donc, ce qui m'a permis de remonter un peu dans le temps comme ça, pour finalement aller de ce T0 qui va correspondre au début de la condensation, c'est-à-dire les premiers minéraux qui vont se former quand on va avoir une diminution donc, de la température donc, dans ce disque protoplanétaire. Donc avec des processus majeurs, puisqu'à la condensation, il va y avoir l'accrétion, la collision qui va permettre aux objets de grandir. Et puis quand les objets seront suffisamment grands ou s'ils sont formés suffisamment tôt, la température sera suffisante pour fondre et dans ce cas-là, on aura un corps différencié avec le métal qui va former le noyau au centre et puis un manteau et une croûte donc superficielle. Des impacts qui peuvent être très importants, et j'y reviendrai, notamment l'impact qui a permis la formation de la Lune et qui va montrer la phase finale de l'accrétion terrestre, qui va aussi conduire à une fusion quasiment généralisée donc, de la planète Terre, et puis donc on va diminuer comme ça jusqu'à la formation des premiers continents sur la Terre. Donc, quels sont les objets du système solaire dont nous disposons ? Bien sûr, nous avons beaucoup de météorites en provenance de la ceinture d'astéroïdes. Donc ici, on voit clairement la Terre avec ce gros satellite, la Lune, qui est un satellite de très grosse taille, puisque la taille est globalement similaire au satellite de Jupiter, alors que la taille de la Terre est beaucoup plus petite. Et donc, ces météorites qui nous arrivent sur Terre, donc essentiellement de cette chaîne d'astéroïdes, donc entre 2 et 3 unités astronomiques, vont nous apporter un échantillonnage de l'ensemble du disque protoplanétaire. On a des compositions qui sont extrêmement diverses quand on regarde les objets qui sont ici concentrés dans la chaîne d'astéroïdes, donc avec des chimies différentes, des corps qui vont être différenciés, des corps qui ne seront pas différenciés. On a aussi des météorites qui vont arriver, donc, notamment de Mars et de la Lune. Et donc, ces météorites lunaires vont permettre d'apporter d'autres contraintes, puisque nous avons également les échantillons lunaires qui ont été collectés par les missions Apollo et Luna, mais qui proviennent d'un échantillonnage, d'un secteur assez réduit, puisque c'est tout sur la face visible de la Lune et dans un secteur assez restreint. On pense que les météorites lunaires vont nous apporter des échantillons de la face cachée et donc un échantillonnage un peu plus aléatoire du corps. Et puis, on a des échantillons qui ont été collectés, donc des grains cométaires, des poussières interstellaires, le vent solaire, donc des missions Genesis, Stardust ou Hayabusa, comme Hayabusa 2 en ce moment, par les Japonais. Donc, comment pouvons-nous obtenir des âges ? Donc, nous avons de la chance. Il y a beaucoup de chronomètres qui nous permettent d'obtenir des informations sur les échelles de temps. Donc, vous avez ici un schéma assez compliqué où on voit la période de désintégration, donc de l'année, millions d'années, milliards d'années. Donc, ici, on a des échelles de temps qui sont très grandes. Donc, on considère que ces isotopes vont être stables. Et puis, on a des échelles de temps qui sont très courtes. Et donc, moi, je vais me focaliser ici, notamment sur cette petite fenêtre où on a des radioactivités éteintes. Donc, une radioactivité éteinte, ça veut dire que le père s'est désintégré suffisamment vite pour être complètement éteint dans les premiers millions à centaines de millions d'années du système solaire. Donc, nous, ce que nous allons mesurer, c'est une quantité ici. Donc, on a une décroissance du père au cours du temps. Dès qu'on va perdre un isotope père, on va créer un isotope fils. Et nous, on va mesurer des rapports isotopiques. Et globalement, on va obtenir des pentes. Ces pentes vont nous donner des informations sur les âges. Et puis aussi, on va regarder les intercepts qui vont également nous donner des informations sur des âges. Ça sera plutôt des âges modèles et une chronologie relative. Alors, bien sûr, nous sommes extrêmement dépendants des instruments,
Donc, quelles techniques sont utilisées? Donc, plusieurs sortes de techniques. Donc, ici, je vous ai mis différents instruments. Donc, les sondes ioniques, donc la NanoSIMS qui est installée ici au Muséum national d'histoire naturelle, donc pas très loin d'ici. Donc, qui va permettre de réaliser des mesures in situ dans les échantillons. Donc, vous avez aussi la sonde ionique, donc ici du CRPG de Nancy. Donc, ce qu'on voit, c'est par exemple ici des analyses avec une échelle de 100 microns. Donc là, on va faire des analyses ponctuelles dans les échantillons, mais aussi on peut travailler différemment, c'est-à-dire après un traitement chimique, faire des mesures sur des ICP-MS. Donc là, je vous ai mis un type, donc c'est ce que nous avons, nous, à Clermont-Ferrand, donc un multicollecteur ICP-MS ou un spectromètre de masse à thermoionisation. Et bien sûr, tous les échantillons vont être attaqués et traités en salle blanche, donc dans des conditions extrêmement, d'air extrêmement purifié pour qu'il n'y ait pas de contamination de l'environnement. Donc nous avons à disposition des chondrites, qui sont des météorites différenciées. Elles vont contenir des phases importantes, des inclusions réfractaires, donc les premiers solides à se former lors du refroidissement de la nébuleuse protoplanétaire, donc avec des températures globalement de 1500 degrés. On trouve aussi des chondres, donc ces petites billes donc de matériel fondu, donc avec des températures de 1200 degrés. Et puis nous avons à disposition des achondrites, donc qui nous donnent des informations sur des corps qui se sont différenciés, avec notamment des météorites de fer qui vont nous donner des informations sur les noyaux planétaires. On a des palasites qui sont extrêmement débattus, mais on pense que ça pourrait venir de la limite noyau-manteau. Et puis des échantillons qui, par exemple, vont être des basaltes et qui seront similaires à ce que nous, on a sur la croûte terrestre. Donc je vais commencer avec cette référence T0, et donc c'est-à-dire dater les inclusions réfractaires. Donc les inclusions réfractaires, c'est quoi? C'est ce que vous voyez ici. Donc là, c'est une photo d'une chondrite carbonée de type CV avec une grosse influsion réfractaire. Donc là, c'est à l'échelle de quelques centimètres. Donc là, on change des sels, et ce qu'on voit dans ces inclusions réfractaires, c'est qu'on a des minéraux qui sont très riches en calcium et en aluminium, c'est-à-dire des éléments qui vont se condenser à très haute température. Donc avec différentes phases minérales, du corindon, de l'ibonite, de la pérovskite, de la mélite ou du spinel. Donc c'est ces premiers minéraux qui vont se condenser et qui vont nous donner la référence donc, pour la formation du système solaire. Donc un âge ici a été obtenu donc, par la méthode plomb-plomb, c'est-à-dire la désintégration de l'uranium en plomb. Et donc on voit qu'on a une précision qui est très bonne, puisqu'on a une datation, donc ici c'est en millions d'années, donc à 4 milliards d'années, 567 000, et on voit que la précision ici, elle est inférieure aux millions d'années. Donc là, c'est une inclusion réfractaire, et c'est ça qui va nous donner cette référence de T0, puisque d'autres chronomètres vont nous donner une information relative par rapport à ce temps de référence. Et donc ça, c'est en accord avec les modèles d'effondrement du nuage protosolaire. Donc là, c'est un article récent donc, par le groupe de Marc Chaussidon, où ils ont essayé de proposer des modèles d'effondrement du nuage protosolaire. On voit que les CAI, donc ces inclusions réfractaires, vont se former très tôt, puisque là, vous avez une échelle de temps qui est en années, et donc avec un pic de formation des CAI. Donc on est globalement inférieur à la précision que nous allons obtenir donc, en géochimie isotopique pour avoir cette référence de T0. Donc on peut aussi s'intéresser aux chondres. Donc là, vous avez une image prise au microscope où on voit une échelle ici de 1 mm avec de beaux chondres. Et en fait, on peut essayer de dater ces chondres. Donc là, c'est des mesures qui sont faites donc, in situ par sonde ionique. Et donc, c'est une isochrone qu'on obtient. Et donc, la pente de cette analyse va nous donner des informations sur l'âge de ces échantillons. Donc, je reprends ici une publication où on voit la détermination donc, des rapports isotopiques qui ont été mesurés. Et on a une correspondance ici à un temps relatif après les CAI. Donc vous avez la formation des CAI au temps T0, et on voit que les chondres se forment. Donc vous avez ici de nombreux chondres qui ont été étudiés dans différentes météorites, et on voit qu'on a un pic autour de 2 millions d'années,
et que la majorité des cônes se forment entre 2 et 3 millions d'années après les CAI, ce qui est relativement tard, on va revenir, dans l'histoire du système solaire. Donc, quand est-ce que les premières planètes se sont formées et différenciées? Donc, pour ceci, on peut regarder l'âge de formation des noyaux planétaires. Donc, nous avons de nombreuses météorites de fer. Donc, ici, une météorite de type 3AB. Il y a une classification un peu complexe qui va être basée sur la minéralogie et sur la géochimie des échantillons. Et donc, on peut s'intéresser à dater ces objets en étudiant une radioactivité éteinte, qui est le système hafnium-tungstène. C'est un système très intéressant, puisque vous avez le père qui ne va pas aller dans les noyaux planétaires, puisque c'est un élément lithophile qui va se concentrer dans le manteau et la croûte des planètes, alors que le tungstène est sidérophile et donc va aller se concentrer dans la phase métallique. Donc ici, les échelles de temps sont définies avec ce système isotopique. Donc on mesure la quantité de variation d'isotope fils, donc 182 tungstène, et on voit qu'on a une correspondance. Et si on regarde les mesures qui ont été faites, on voit que les noyaux planétaires se sont formés globalement en même temps que les CAI. On est à une échelle de 0 à 1 million d'années. Donc on va avoir la différenciation des protoplanètes extrêmement rapide, on est à 1 million d'années, alors que les chondres se forment un peu plus tard, puisqu'on a un pic autour de 2 millions d'années. Donc qu'en est-il pour les croûtes primitives? Donc les croûtes primitives, on va s'intéresser à des achondrites de différents types. Ça peut être des angrites ou des eucrites. Donc là, je vous ai mis une photo d'Orbigny. Et donc, on va dater ces échantillons aussi par des systèmes de radioactivité éteinte. Donc, sur ce diagramme sont représentés donc, des âges, donc ici avec un système de datation absolue, une radioactivité éteinte, donc un âge relatif. Et on voit que, donc c'est un papier de cette année, on voit ici qu'on a une variation sur toutes les CAI qui ont été datées. Donc, on s'interroge sur cette gamme. Est-ce que cette gamme est réelle ou est-ce que c'est les incertitudes qui sont sous-estimées, puisque finalement les incertitudes sont essentiellement des incertitudes de mesure, des incertitudes analytiques. Et donc on voit que ces croûtes primitives, elles se forment relativement tôt, puisque vous voyez ici, on a les premiers échantillons qui vont se former 2,5 millions d'années après les CAI. Donc ces données sont bien en accord avec une différenciation des objets qui est extrêmement courte donc sur l'échelle du système solaire. Alors maintenant, on va faire un grand pas, on va retourner sur Terre. Alors c'est plus dur de travailler sur la différenciation de la Terre, puisqu'on a une planète active. Il y a assez peu d'échantillons très anciens qui vont nous renseigner sur la formation précoce de la Terre. On a quand même quelques zones où on a des échantillons qui sont très vieux, notamment en Australie, donc des zircons qui ont été datés à 4,4 milliards d'années, donc ici à Jack Hills. Et puis on a certains terrains donc, qui vont s'échelonner entre 4 milliards d'années et 3,6 milliards d'années si on descend ici en Afrique du Sud. Alors c'est des terrains qui souvent sont difficiles à étudier parce qu'ils sont loin, donc ça demande un peu de technique pour y aller, et puis parce que c'est des roches qui sont vieilles, donc qui ont connu du métamorphisme, et aller rechercher des signatures géochimiques, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, si je vous fais une petite synthèse ici des âges qui ont été retrouvés, donc j'ai mis en parallèle la Terre et la Lune, puisque finalement, ces deux corps vont avoir une évolution commune, puisqu'on pense que la Lune est formée par un impact géant, donc qui a eu lieu, un impact sur la Terre, donc un impacteur qui est venu percuter la Terre et qui a conduit à la formation de la Lune. Donc si on regarde tous ces âges, eh bien finalement on se rend compte que les plus vieux âges sont autour de 4,4 milliards d'années. Qu'il s'agisse de datation absolue ou alors plutôt ici, c'est une isochrone fossile, donc on regarde la différenciation de la Lune et la différenciation de la Terre. Donc nous n'avons aucune trace des premiers 150 millions d'années de l'histoire de la Terre, ce qui fait une période extrêmement longue quand je vous disais que les premiers noyaux planétaires se formaient en 1 million d'années. Donc ici, on a quand même un gros gap où on n'a pas de témoignage donc sur Terre ni sur la Lune. Donc là, c'était pour peut-être replacer d'autres références. Donc, je vous ai parlé des zircons de Jack Hills qui ont été datés à 4,4 milliards d'années.
Ces zircons présentent des compositions isotopiques particulières, notamment en oxygène, et on pense qu'ils témoignent d'une interaction avec de l'eau, donc des premiers océans. Donc ça veut dire qu'il y avait de l'eau sur Terre relativement tôt. Le début de la tectonique des plaques, on va dire moderne, est très débattu. Donc il y a des gens qui la placent autour de 3 milliards d'années, mais globalement, si on regarde les estimations, ça va de 4 milliards jusqu'à des âges qui sont extrêmement jeunes. Et puis, un autre processus important qui va être l'oxygénation de l'atmosphère. Donc, avec ici, ce qu'on voit, c'est la pression atmosphérique, donc la pression partielle en oxygène, avec une évolution pour atteindre les quantités actuelles autour de 2,4 milliards d'années. Donc, un événement ici qui va être très important. Donc, pour conclure cette présentation, nous avons une référence à T0 qui est bien contrainte. Maintenant, il y a une petite dispersion et il y a un débat pour savoir si cette dispersion, elle existe ou si c'est dû à des mesures, en fait, à des choses qui sont plutôt être liées à l'analytique. Donc, l'âge des premiers solides condensés dans le système solaire, on sait qu'on a des choses plus vieilles puisqu'on a des grains présolaires dans les météorites. Aujourd'hui, nous n'avons pas les techniques pour dater ces grains présolaires, donc nous n'avons aucune idée sur les âges. Donc ici, c'est un grain de carbure de silicium avec des échelles qui sont extrêmement petites. Et puis finalement, cette grande image, on voit qu'on va évoluer très vite jusqu'à la formation des planètes. À 1 million d'années, on a déjà des planètes qui vont se différencier. Donc là, je fais un petit clin d'œil à cette belle image donc, qui vient donc, prise en 2014, qui est la naissance d'un système planétaire qui a été vu par le réseau interférométrique international ALMA. Et donc, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des événements catastrophiques. Il y a sans doute eu un événement catastrophique avec la formation de la Lune, et que ces événements peuvent être beaucoup plus tardifs par rapport aux échelles de temps que nous mesurons sur les météorites. Je vous remercie. Merci beaucoup. Jacques. Merci pour cet exposé. J'aimerais avoir des précisions sur les incertitudes des mesures radiogéniques, des mesures de temps, de date, parce que au début, tu nous as parlé de dates avec une précision de 0,25 millions d'années, chose comme ça, je me suis... Là, sur la méthode plomb-plomb, là, ce qu'on voit, on est à 0,28 millions d'années, donc sur l'âge obtenu sur la CAI. Et après, tu as des datations à plus ou moins 4 millions d'années. Alors là, l'incertitude qu'on donne, en gros, c'est une incertitude sur la pente, puisque c'est la pente qui permet de donner un âge. L'incertitude sur la pente, elle va prendre en compte donc la régression, en fait, si les points s'éloignent de la pente, et l'incertitude sur les mesures. Là, ce qu'on voit, c'est que l'incertitude, elle est minime, puisque globalement, on ne la voit pas. Donc, on a des âges qui sont très bons. Après, sur d'autres systèmes, c'est pas, je pense que ce que tu veux dire, c'est peut-être pas des incertitudes. Là, après, ça sera plutôt des gammes de mesures. C'est-à-dire ? Je sais pas. Là, quand tu me dis de 2,5 à 5 millions... Moi, non, mais tout à l'heure, tu as montré je pense dans les dernières diapositives, des datations avec des erreurs, c'était marqué plus ou moins 4 000, là, ici, là-haut. Wild et al., donc on a du plus ou moins 3 millions d'années, on est un ordre de grandeur. Quelle est la réelle incertitude sur ces mesures? Est-ce que aussi des laboratoires différents donnent les mêmes mesures, les mêmes incertitudes? Voilà, c'est ma question un peu sur l'ensemble des incertitudes sur ces mesures. Alors là, quand on met une incertitude, en fait, c'est plusieurs points qui ont été datés dans un même zircon. Donc déjà, ce qu'on se rend compte, alors ce qu'on ne voit pas sur cette image, mais c'est que le zircon, il va avoir des phases de croissance différentes. En général, on trace des diagrammes Concordia et on regarde l'intercept. Mais là, on voit que dans le même zircon, on a des fois 40 millions d'années de différence et qui sont données à plus ou moins 3 millions d'années. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, quand on donne une précision comme ça, la précision est juste donnée sur la mesure. C'est une précision instrumentale.
Je veux savoir le caillou, quand il est né. Eh ben, la plus vieille mesure va être de 4,4. Après, un zircon qu'on va mesurer à 4,4, ça ne sera jamais le zircon entier, parce que le zircon va avoir des surcroissances et il va avoir une évolution complexe. Ouais. Donc c'est pour ça que pour passer sur des âges comme ça, il faut faire de l'in situ. Quelqu'un qui va prendre le zircon, le dissoudre et donner un âge, son âge correspondra à un mélange de plusieurs domaines. Vincent Courtillot va intervenir, je crois, sur la question. Oui, je me trompe peut-être, je pensais qu'il y avait peut-être un arrière-plan à ta question, Jacques, ayant été moi-même un utilisateur d'âge géochronologique abondant. Sur quoi toi tu travailles, si je ne me trompe, ce sont des âges de 50, 60, tu vas jusqu'à 100 millions d'années. Les couples d'éléments radiogéniques, radioactifs qui servent à dater ont des erreurs quand on fait des comparaisons entre labos, etc. Mais je sais que les géochronologistes ne sont pas tous d'accord. Je pense qu'ils sous-estiment leurs incertitudes, qu'elles sont rarement meilleures que 1%. Mais par contre, pour les âges que tu es en train de regarder ici, il y a cette astuce des radioactivités éteintes à courte durée de vie. Et ça permet d'extraordinaires précisions qu'on voit là, qui sont de l'ordre du millième, qu'on ne peut absolument pas atteindre avec une roche de 100 millions d'années. Je crois que ce diagramme peut être parlant puisqu'il montre des résultats, c'est une compilation, donc il montre des résultats qui ont été obtenus par plusieurs labos. Alors bien sûr, ça ne va pas être le même CAI, puisqu'une fois qu'ils l'ont mesuré, le CAI il est dissous et on ne peut pas le mesurer deux fois. Hein, donc là, on a des contraintes qui vont être des contraintes techniques. Mais effectivement, la question qui se pose, c'est là, on voit que j'ai une barre d'erreur qui ne recouvre pas tout mon champ. Est-ce que cette barre d'erreur analytique, elle n'est pas sous-estimée? Et est-ce que finalement, ma barre d'erreur ne va pas être de plus ou moins 1 million d'années ici? Mais justement, ce que je demande, c'est la différence. Quand on fait une mesure, on a un modèle. Il n'y a pas de modèle là. Non, mais si on a un modèle de décay radioactif avec une constante de décay. Oui. Donc on a bien un modèle. On fait son fit, on regarde ce qu'on obtient, on obtient une incertitude sur la constante du modèle. Maintenant, moi je demande quel est le rapport entre cette incertitude sur la constante du modèle et le vrai âge de la roche, sachant aussi, mais c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas compris, ma question est naïve, hein, c'est que on prend un petit bout de caillou à un endroit donné, on prend plusieurs points de mesure et on obtient des âges différents. Donc non, mais enfin, là, ce qu'il faut voir, c'est que, typiquement sur le zircon, on parle d'une roche qui a 4,4 milliards d'années. C'est un zircon qui est sédimentaire, qui a été repris dans des phases sans doute magmatiques, qui se retrouve aujourd'hui dans un grès, qui a connu beaucoup de choses. Là, quand je montre un âge de CAI ou alors d'une angrite, c'est un corps qui a fini d'évoluer 2 millions d'années après le début de la formation du système solaire. Quand même, l'évolution, voilà, il y a eu 2 millions d'années d'évolution et pas 4,5 milliards d'années comme les roches qu'on a sur Terre. Donc il y a quand même une différence d'histoire où sur Terre, c'est beaucoup plus compliqué que les météorites. Et donc pour revenir sur le zircon, il a été posé, des questions ont été posées suite à cette étude, hein, parce que notamment des zircons à 4,4, il y a peut-être eu 10 000 zircons qui ont été analysés et il y en a un ou deux, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc ils ont fait des nouveaux mesures avec donc un nouvel instrument qui permet d'aller voir à l'échelle atomique pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, et ils ont confirmé l'âge de 4,4 milliards d'années. L'échelle, c'est combien là? Je ne vois pas, mais je dirais qu'il fait 200 microns, le zircon, à peu près. Donc on a deux points, l'un à côté de l'autre, qui ont 60 millions d'années de différence de mesure. Ouais. C'est pour ça que... Voilà. On a encore le temps pour une brève question. Oui. Oui. Merci pour cet excellent exposé. Vous faites intervenir la présence d'eau dans les océans à 4,4 milliards d'années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on donne l'arrivée de cette eau sur Terre? Parce qu'il n'y avait pas d'eau sur Terre initialement, à ma connaissance, et on a fait l'hypothèse que ça pouvait être des météorites ou peut-être des comètes. Quelle est votre explication? Alors je pense que les comètes aujourd'hui, elles sont exclues. Ben voilà, à cause de Philae. À cause des données, notamment en azote, qui ne marchent pas.
La question est-ce qu'il n'y avait pas de volatile au moment de l'accrétion de la Terre n'est pas du tout résolue dans la communauté scientifique. Donc voilà. On pense qu'il y a quand même un apport tardif, puisqu'on voit notamment avec certains éléments qui seraient arrivés plus tardivement. Donc il y a sans doute une quantité d'eau qui est arrivée un peu plus tard, mais ce n'est pas dit qu'il n'y avait pas du tout d'eau au moment de l'accrétion terrestre. Après, comment j'explique à 4,4 milliards, j'avoue que j'explique pas trop, puisque moi j'ai surtout travaillé sur la Lune et sur l'océan magmatique terrestre, et je suis globalement à 4,4 milliards. Donc ça veut dire qu'on avait une Terre quasiment fondue et presque instantanément. Bon, alors cristalliser un océan magmatique, ça va très vite, parce que finalement c'est turbulent, la chaleur va s'évacuer très vite, donc les modèles prédisent des temps qui sont extrêmement courts. Mais oui, là, on passe d'une terre complètement inhabitable avec de l'eau en très peu de temps. Ces données-là, elles viennent de compositions isotopiques d'oxygène qui sont quand même assez robustes. Elles ne permettent pas de dater, en fait. On mesure des compositions sur un zircon qui a été daté à 4,4. Voilà, ça c'est la seule... La Lune, c'est la même période que la Terre? Globalement, on a les mêmes âges. Là, moi, j'ai travaillé beaucoup sur cette radioactivité éteinte. Donc, quand on voit une pente, ça nous indique à peu près l'âge. Donc, on voit que la différenciation de la Lune et la différenciation de la Terre, c'est à peu près les mêmes âges. Donc, on est à 4,35, 4,39. Donc, on voit que j'ai des grandes barres d'erreur. Hein. La Lune serait venue de... Il y a un impacteur qui est rentré en collision avec la Terre. Bon, alors les scénarios d'impact sont encore débattus. Mais il y a un impacteur qui serait venu rentrer en collision avec la Terre et le matériel éjecté se serait recondensé pour former la Lune. Bon, merci beaucoup pour cette excellente présentation. On va passer à la dernière partie de cette conférence débat.